Ce que je vais vous dire aujourd'hui va probablement vous choquer. Et ça va aller à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur la santé. Depuis des décennies, on vous répète que plus vous faites d'examens, mieux c'est. Plus de dépistage, plus de scanners, plus de prise de sang. Plus on cherche, plus on trouve et plus on est en sécurité. C'est faux. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la recherche médicale la plus sérieuse, publiée dans les revues les plus prestigieuses au monde. Le New England Journal of Medicine, JAMA Internal Medicine, les Annals of Internal Medicine, la US Preventive Services Task Force. Tous disent la même chose. Certains examens médicaux, après un certain âge, ne vous protègent pas. Ils vous mettent en danger. Pas parce que les examens ne fonctionnent pas, mais parce que ce qu'ils trouvent déclenche une cascade de biopsies, d'interventions, de chirurgies, de traitements aux effets secondaires dévastateurs pour des problèmes qui n'auraient jamais mis votre vie en danger si personne ne les avait cherchés. Les médecins appellent ça le surdiagnostic. Et après 60 ans, c'est l'un des risques les plus sous-estimés de la médecine moderne. Aujourd'hui, je vais vous révéler 6 examens que moi, en tant que médecin, je ne ferai jamais après 60 ans, sauf dans des circonstances très spécifiques que je vais vous expliquer. Et pour chacun, je vais vous montrer exactement pourquoi l'examen peut vous nuire, ce que la science dit réellement et ce que vous devriez faire à la place. Je sais que ça va susciter des réactions. Je sais que certains d'entre vous allaient penser que je suis irresponsable. Mais je vous demande de rester jusqu'au bout, parce que l'examen numéro 1 est celui qui surprend le plus les gens. Et c'est celui qui cause le plus de dégâts inutiles dans le monde entier en ce moment même. Bonjour, je suis le docteur Camille Mercier, médecin et éducatrice en santé des seniors. Si ce contenu vous est utile, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. Ce geste aide cette vidéo à atteindre les personnes qui en ont besoin. Avant de commencer la liste, je dois clarifier quelque chose de très important. Ce que je vais dire ne s'applique pas à tout le monde. Si vous avez des symptômes, si votre médecin a une raison clinique spécifique de demander un examen, si vous avez des antécédents familiaux significatifs, ces examens peuvent être parfaitement justifiés. Ce que je dénonce, ce n'est pas l'examen lui-même. C'est l'examen de routine, systématique, sans symptômes, sans indication clinique, fait par habitude ou par peur, chez des personnes pour lesquelles les risques dépassent les bénéfices. La distinction est essentielle. Gardez-la en tête pour chaque point qui suit. Examen numéro 6. Le scanner corporel complet à titre préventif. Mes patients me demandent régulièrement « Docteur, est-ce que je devrais faire un scanner complet du corps juste pour vérifier que tout va bien ?» Et je comprends la logique. On se dit que si on regarde partout, on va tout trouver. Et que trouver, c'est toujours mieux. Mais voici ce que la science dit réellement. Quand vous passez un scanner corporel complet sans symptômes, sans indication clinique, voici ce qui se passe dans la majorité des cas. Le scanner trouve quelque chose. Pas un cancer. Pas un problème grave. Un incidentalome. Un kyste banal sur le rein. Un petit nodule sur le poumon. Une lésion sur la surrénale. Des choses que votre corps porte silencieusement depuis des années et qui ne vous auraient jamais causé le moindre problème. Mais maintenant que c'est visible sur une image, le processus se met en marche. Il faut surveiller. Il faut refaire un scanner dans 3 mois. Il faut peut-être faire une biopsie. La biopsie elle-même comporte des risques, saignement, infection, perforation. Et même si la biopsie revient négative, vous venez de passer des semaines ou des mois dans l'angoisse, à attendre des résultats, à imaginer le pire. Le docteur Philippe Cassel, directeur de la division de prévention du cancer au National Cancer Institute, l'a dit clairement. Les faux positifs,
menent à des procédures invasives et coûteuses qui ne trouvent finalement aucun cancer. Et le surdiagnostic mène parfois au surtraitement. Et il y a un deuxième problème, l'irradiation. Un scanner corporel complet vous expose à une dose de radiation équivalente à plusieurs centaines de radiographies thoraciques. Cette radiation est cumulative, elle ne disparaît pas. Et chez une personne qui fait ce type de scanner régulièrement par précaution, l'irradiation accumule peut elle-même augmenter le risque de cancer à long terme. Ce que je recommande à la place. Si vous n'avez pas de symptômes, pas de raison clinique spécifique, ne faites pas de scanner complet du corps. Faites un bilan de santé annuel avec votre médecin traitant. Un examen clinique, une prise de sang ciblée, un échange sur vos symptômes et vos facteurs de risque. C'est plus efficace, plus sûr et infiniment moins dangereux. Examen numéro 5. L'épreuve d'effort cardiaque de routine chez une personne sans symptômes. C'est un examen que beaucoup de médecins prescrivent automatiquement après 60 ans. On monte sur un tapis roulant, on augmente la vitesse et l'inclinaison, et on surveille l'électrocardiogramme pour voir si le cœur montre des signes de souffrance sous l'effort. L'idée semble logique. Si le cœur a un problème, on le verra sous le stress. Mais la US Preventive Services Task Force recommande explicitement contre le dépistage par épreuve d'effort chez les adultes asymptomatiques à faible risque. Et voici pourquoi. Le taux de faux positifs est énormément élevé. Une épreuve d'effort chez une personne sans symptômes et à faible risque cardiovasculaire a une probabilité élevée de donner un résultat anormal qui ne correspond à aucune maladie réelle. Mais une fois ce résultat anormal obtenu, la machine s'enclenche. Scintigraphie myocardique, scanner coronaire et dans certains cas, cathétérisme cardiaque, un examen invasif où un cathéter est inséré dans une artère de votre poignet ou de votre aine et pousse jusqu'au cœur. Un cathétérisme qui comporte des risques de saignement, d'infection, de lésions artérielles, d'AVC et, dans de rares cas, de crise cardiaque. L'American Academy of Family Physicians estime que les épreuves d'effort inappropriées, en particulier celles avec imagerie, coûtent des milliards chaque année et conduisent à d'autres examens et des procédures invasives qui sont coûteuses et potentiellement dangereuses, sans bénéfice clair par rapport à une évaluation clinique seule. Imaginez qu'on installe une alarme incendie tellement sensible qu'elle se déclenche quand vous faites cuire des toasts. Chaque fois, vous appelez les pompiers. Ils défoncent la porte, inondent la cuisine. Il n'y avait pas de feu. Mais la cuisine est détruite. C'est exactement ce que fait une épreuve d'effort chez une personne sans symptômes. L'alarme se déclenche sans feu et les interventions qui suivent font plus de dégâts que le problème qu'elle cherchait. Ce que je recommande à la place, si vous n'avez aucun symptôme cardiaque, pas de douleur thoracique, pas d'essoufflement anormal, pas de palpitations, l'évaluation de votre risque cardiovasculaire repose sur vos facteurs de risque cliniques. La pression artérielle, le cholestérol, la glycémie, le tabagisme, l'histoire familiale. C'est sur la base de ces facteurs que votre médecin décide si un examen supplémentaire est justifié, pas sur la base de l'âge seul. Examen numéro 4. Le dépistage systématique de la thyroïde chez une personne sans symptômes. Beaucoup de médecins incluent un dosage de la TSH dans le bilan sanguin annuel de leurs patients de plus de 60 ans. C'est une prise de sang, ça semble anodin. Qu'est-ce que ça peut faire de mal? Plus que vous ne le pensez. La US Preventive Services Task Force a évalué l'évidence et a conclu qu'elle est insuffisante pour recommander le dépistage de la dysfonction thyroïdienne chez les adultes asymptomatiques. Et les raisons sont précises. Premièrement, les valeurs de TSH changent naturellement avec l'âge. Ce qui est normal à 40 ans n'est pas normal à 70. Beaucoup de personnes âgées ont une TSH légèrement élevée
qui ne reflète pas une maladie. Mais une fois que le chiffre est là, sur le papier, le médecin se sent obligé de traiter. On vous prescrit de la lévothyroxine. Et la lévothyroxine, chez une personne âgée qui n'en avait pas besoin, peut provoquer des palpitations, de l'anxiété, de l'insomnie, une accélération de la perte osseuse et des arythmies cardiaques. Deuxièmement, l'hypothyroïdie subclinique, cette zone grise où la TSH est légèrement haute, mais les hormones T4 sont normales, se corrige spontanément dans un grand nombre de cas sans aucun traitement. Des études ont montré que beaucoup de patients traitent pour une hypothyroïdie subclinique, ne tirent aucun bénéfice mesurable de la médication, mais subissent les effets secondaires. Le problème, c'est qu'une fois le diagnostic pose et le traitement commence, il est psychologiquement très difficile de l'arrêter. Le patient se dit « si j'arrête, ma thyroïde va poser problème ». Et il reste sous traitement pendant des années, parfois des décennies, pour une condition qui n'existait peut-être même pas. Ce que je recommande. Si vous n'avez pas de symptômes de dysfonction thyroïdienne, pas de fatigue inexpliquée, pas de prise de poids rapide, pas de frilosite anormale, pas de constipation chronique, ne demandez pas un dosage de TSH de routine. Si vous avez des symptômes, là, l'examen est complètement justifié. La différence entre le dépistage et le diagnostic est fondamentale. Examen numéro 3. La coloscopie de routine après 75 ans. La coloscopie est un examen extraordinairement utile pour les personnes entre 50 et 75 ans. Elle sauve des millions de vies en détectant et en retirant des polypes précancéreux avant qu'ils ne deviennent des cancers. Je ne suis pas en train de dire que la coloscopie est un mauvais examen. C'est un examen formidable. Au bon moment, chez la bonne personne. Mais après 75 ans, les recommandations changent. La US Preventive Services Task Force recommande que le dépistage de routine du cancer colorectal soit individualisé après 75 ans, en tenant compte de l'état de santé global et de l'espérance de vie. Après 85 ans, le dépistage n'est plus recommandé du tout. Et une étude publiée dans AJPM Focus en 2024 estime que dans les 10 prochaines années, au moins 21 millions de personnes pourraient recevoir des coloscopies de dépistage inutiles, entraînant plus de 3 millions de complications, dont des dizaines de milliers graves. Pourquoi ? Parce que le risque de complications de la coloscopie augmente avec l'âge. Le risque de perforation colique, un trou dans la paroi de l'intestin qui nécessite une chirurgie d'urgence, augmente significativement après 70 ans. Le risque de saignement grave augmente. Le risque lié à la sédation augmente, surtout chez les personnes avec des problèmes cardiaques ou pulmonaires. Et en même temps, le bénéfice diminue. Un polype précancéreux met généralement 7 à 10 ans pour devenir un cancer. Si une personne de 80 ans a un polype, la probabilité que ce polype devienne un cancer qui menace sa vie avant qu'une autre cause de décès n'intervienne est très faible. Ce que je recommande. Si vous avez entre 50 et 75 ans et que vos dernières coloscopies étaient normales, suivez le calendrier de dépistage recommande. Si vous avez plus de 75 ans, ayez une conversation honnête avec votre médecin sur votre état de santé global. La décision doit être individualisée, pas automatique. Examen numéro 2. La mammographie de routine après 75 ans. C'est le sujet le plus difficile à aborder parce qu'il touche à quelque chose de profondément émotionnel. Le cancer du sein fait peur, et dire à une femme de 75 ou 80 ans qu'elle n'a peut-être plus besoin de mammographie régulière peut sembler irresponsable, voire cruel. Mais voici ce que la science dit. La US Preventive Services Task Force a conclu qu'il est raisonnable d'arrêter les mammographies de routine après 74 ans. Après cet âge, le risque de surdiagnostic augmente. Selon une étude de 2023,
publié dans les Annals of Internal Medicine. Et l'American Cancer Society recommande de continuer les mammographies régulières tant que la personne est en bonne santé et a une espérance de vie d'au moins 10 ans. Qu'est-ce que le surdiagnostic dans ce contexte? C'est la détection d'un cancer qui, de par sa nature biologique, n'aurait jamais cause de symptômes, jamais mis la vie en danger, jamais nécessite de traitement. Un cancer qui aurait coexisté paisiblement avec la personne jusqu'à sa mort naturelle d'une autre cause. Mais parce qu'il a été détecté, la machine se met en marche. Biopsie, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie adjuvante, avec tous les effets secondaires que ces traitements comportent. Chez une femme de 80 ans, ces traitements peuvent être plus dangereux que le cancer lui-même. Une étude publiée dans l'American Journal of Public Health a montré que près d'une femme sur 5 souffrant de troubles cognitifs sévères continue de recevoir des mammographies régulières, même quand ces examens ne sont plus recommandés pour les personnes ayant une espérance de vie limitée. Ce que je recommande. Si vous avez entre 50 et 74 ans, continuez vos mammographies régulières. C'est un dépistage vital dans cette tranche d'âge. Si vous avez plus de 74 ans, parlez avec votre médecin de votre état de santé global, de votre espérance de vie et des risques de surdiagnostic. La décision doit être partagée et informée, pas automatique. Examen numéro 1. Le dosage du PSA de routine chez l'homme sans symptômes. C'est l'examen qui cause le plus de surdiagnostic, le plus de surtraitement et le plus de dégâts inutiles dans le monde entier en ce moment même. Et je sais que ce que je vais dire va surprendre beaucoup d'hommes. Le PSA, l'antigène prostatique spécifique, est une protéine produite par la prostate. Quand son niveau est élevé dans le sang, cela peut indiquer un cancer de la prostate. Mais le mot-clé dans cette phrase est « peut ». Parce que le PSA s'élève aussi avec l'âge, avec une infection urinaire, avec une prostate simplement grosse mais bénigne, après une activité physique intense, après un rapport sexuel, après un long trajet en vélo. Le PSA n'est pas un test de cancer, c'est un test de prostate. Et la prostate, avec l'âge, fait monter le PSA pour des dizaines de raisons qui n'ont rien à voir avec le cancer. Mais voici ce qui se passe quand un PSA revient élevé chez un homme de 70 ans. Le médecin dit qu'il faut faire une biopsie. La biopsie prostatique est un acte invasif. Des aiguilles sont insérées à travers le rectum ou le périnée pour prélever des échantillons de tissu. Les risques incluent l'infection, le saignement, la douleur et dans certains cas, la septicémie. Et si la biopsie trouve un cancer? Dans la majorité des cas chez les hommes âgés, c'est un cancer à croissance lente, un cancer indolent qui n'aurait jamais cause de symptômes de leur vivant. Mais une fois le mot cancer prononce, la peur prend le dessus. Le patient veut un traitement. Le traitement, c'est la chirurgie ou la radiothérapie. Et les effets secondaires de ces traitements sont dévastateurs. L'incontinence urinaire, la dysfonction érectile, des problèmes intestinaux, une qualité de vie profondément dégradée. Pour un cancer qui ne les aurait jamais tués. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a montré que 55% des hommes âgés avec un risque de décès élevé dans les 10 ans continuent de recevoir des tests PSA, des tests qui ne leur apporteront aucun bénéfice, mais qui pourraient déclencher une cascade d'interventions inutiles. Une revue publiée dans PMC en mai 2025 a confirmé que le surdiagnostic et le surtraitement du cancer de la prostate restent des défis majeurs, avec des effets indésirables, incluant l'incontinence urinaire, la dysfonction érectile et une qualité de vie réduite. Je veux être très clair ici. Le cancer de la prostate tue. Il existe des formes agressives qui nécessitent un traitement urgent. Et chez les hommes plus jeunes, entre 50 et 60 ans, avec une longue espérance de vie devant eux,
Le dépistage par PSA peut sauver des vies quand il est fait dans le cadre d'une décision partagée et éclairée. Mais le dosage de routine du PSA chez un homme de 75 ou 80 ans sans symptômes, c'est jouer à une loterie dont le billet perdant est beaucoup plus fréquent que le billet gagnant. Et le billet perdant, c'est une biopsie inutile, un diagnostic inutile, un traitement inutile et une qualité de vie détruite. Ce que je recommande, si vous avez entre 50 et 70 ans et que vous souhaitez un dépistage du cancer de la prostate, discutez du PSA avec votre médecin dans le cadre d'une décision partagée. Comprenez les bénéfices et les risques avant de faire le test, pas après. Et si vous avez plus de 70 ans sans symptômes urinaires, demandez à votre médecin si le PSA est vraiment dans votre intérêt. La réponse pourrait vous surprendre. Je veux prendre un moment maintenant pour m'adresser directement à vous. Avez-vous reconnu un examen dans cette liste que vous faites chaque année par habitude? Un examen que vous n'avez jamais remis en question parce que votre médecin le prescrivait automatiquement? Si c'est le cas, écrivez oui dans les commentaires. Je lis chaque commentaire et je réponds. Ce que j'ai partagé aujourd'hui n'est pas un appel à arrêter tous les examens médicaux. Les examens sauvent des vies, chaque jour. Mais les examens sauvent des vies quand ils sont faits pour la bonne raison, chez la bonne personne, au bon moment. Et après 60 ans, la question n'est plus seulement « est-ce que cet examen peut trouver quelque chose ?» La question est « est-ce que trouver quelque chose va réellement m'aider ? Ou est-ce que ça va déclencher une cascade de procédures qui me feront plus de mal que le problème lui-même ?» C'est la question que trop peu de médecins prennent le temps de poser. Et c'est la question que vous avez maintenant le pouvoir de poser vous-même. Votre santé après 60 ans ne se mesure pas au nombre d'examens que vous faites. Elle se mesure à la qualité des décisions que vous prenez avec votre médecin. Des décisions éclairs, des décisions partagées, des décisions qui tiennent compte de qui vous êtes, pas seulement de votre âge. La médecine préventive est le meilleur remède. C'est ce que la science dit vraiment. Et parfois, la meilleure prévention, c'est de savoir quand ne pas chercher. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 60 ans qui fait des examens chaque année, sans jamais se demander s'ils sont vraiment nécessaires, partagez cette vidéo. Vous pourriez lui épargner une cascade de procédures inutiles et potentiellement dangereuses. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les 5 examens médicaux que tout le monde devrait absolument faire après 60 ans, ceux qui sauvent réellement des vies. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Je suis le docteur Camille Mercier et ce fut un véritable plaisir d'être ici avec vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez.